Précédemment dans Oshinoko. Après la fin du tournage Ici tout commence et le fait que Aqua et Akane se sont embrassés, ben oui, comme de louveteaux, Kana a eu une petite crise de jalousie. Une petite crise de jalousie assez mineure, mais qu'elle n'assume pas, qu'elle est en kiff sur ce dernier. Finalement, Memcho vient rejoindre le groupe Bikomachi. Donc voilà, donc voici avec la petite crise. Et on a eu aussi la fin avec le concert de Pikomachi. Et bien sûr, la petite introduction à l'arc du théâtre. Voilà, générique. Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans ce tome 5 d'Oshinoko. Oui, la deuxième saison, l'arc du théâtre. Pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui n'aiment pas regarder la VO de l'animé, je vous le conseille de regarder ma réadaptation en résumé. Après, si vous, ceux qui attendent la VF, vous attendrez un peu longtemps. Ouais, septembre, je pense, hein. Un petit truc comme ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de choses très cool. Par exemple du théâtre, mais aussi de la réadaptation d'un manga en pièce de théâtre, du burn-out et tout simplement aussi comment se passe un mangaka, comment un mangaka écrit son manga. C'est très intéressant. Et du coup, on va réagir direct avec le fait que Ruby a bien évidemment retourné après le concert. Ça s'est très bien passé pour elle. Elle a eu beaucoup de passages à la télé et aussi beaucoup de plusieurs petits concerts. Du coup, tout se passe bien. Mais des fois, elle se sent exclue quand les autres parlent de boulot, ce qui est normal parce qu'elle a très peu encore de professionnel, bah plutôt d'expérience professionnelle. Et certains élèves interrogent à quoi, pourquoi tu es en section générale alors que normalement tu es acteur et tu vas faire une pièce de théâtre. Parce que Aqua n'est pas trop intéressé, en fait, il veut faire des études sup. Même s'il est intéressé par l'acting, c'est pas vraiment son métier principal, ce qui répondrait. Plus tard, Ruby, bien sûr, repense au fait que Aqua ne veut pas devenir acteur, pourtant il enchaîne les petits boulots. Ça cache sûrement quelque chose. J'ai du mal à savoir ce qu'il a derrière la tête. Et pourtant, en fait, il poste sur Instagram avec sa petite amie, hein, qui est Akane. Bon, petite amie professionnelle, hein. Et Ruby est presque jalouse de dire qu'Aqua a une copine, elle est archi mignonne. Et du coup, ils se sont rencontrés dans une télé-réalité, donc c'est un peu le petit rappel. Et du coup, pauvre Akane, si je la rencontre, je promets d'être sympa avec elle. J'espère que ce jour viendra bientôt. En ce moment, tout va bien pour moi, oui, dans sa vie professionnelle. Et du coup, bon bah voilà, elle va voir la tombe de sa mère à Yoshino. Mais en fait, les gens ne savent pas que Aqua et Ruby sont les filles et fils de Ayoshino. Voilà. Regarde-moi bien en haut, d'en haut, maman. Voilà. Et le début de la pièce de théâtre Tokyo Blade. Aqua et Kana ont été recrutés, mais par l'extérieur. Ça veut dire que ce seront les 2 ou 3 seules personnes qui viendront de l'extérieur pour jouer dans la pièce Tokyo Blade, parce que la plupart sont des recrues de Lalalai, ou plutôt des personnes qui sont dans la pièce de théâtre Lalalai. Enfin, sont tous des comédiens, sont externes à la troupe. Alors, pas besoin de stresser, ok, mais je ne suis pas stressé du tout. Parce que oui, c'est vrai que Kana a un petit manque de confiance en soi. Il faut quand même se rappeler que dans le dernier tome, des fois elle a un manque de confiance. Mais dans l'acting, ça devrait se passer. Je vais vous faire une petite présentation rapidement des acteurs de Tokyo Blade. Kana Arima, 17 ans, vous la connaissez déjà. Aqua Oshino, 16 ans. Très bien, vous connaissez déjà. Le représentant de Magic Flow, société de production événementielle, Sumiyaka Raida. Il a 35 ans. Toshiro Kindashi, 56 ans, représentant de la Lalai. Bon, vous dites juste que c'est un représentant, hein. On a Goa qui est le dramaturge, donc c'est celui qui va créer la pièce. On a Kamoshida qui est un comédien spécialisé dans les adaptations de manga, 22 ans. Et Akane Kurokawa, que vous connaissez déjà, étoile montante de la Lalai, 17 ans. Voilà. Ensuite, la star de la Lalai, Taiki Himekawa, qui a 19 ans, qui est une star de la Lalai. Et donc, en fait, tous ensemble, ils vont créer la pièce Tokyo Blade sur la route du succès, comme on dit. Akane, sa spécialité, c'est le théâtre. C'est pas les téléréalités, c'est le théâtre. Tu es sûr de toi, dis donc. Ah, je ne voulais pas te donner cette impression. En réalité, j'ai beaucoup de progrès à faire, comme à de nombreuses scènes ensemble. Mais en fait, ils vont collaborer ensemble avec Aqua, même si c'est sa petite amie professionnelle, hein. Je vais mettre ça sur des petites pincettes. Du coup, en fait, ils s'entraînent, etc. Et du coup, bon bah voilà, Aqua n'aime pas parler de boulot au travail. Et du coup, bon bah voilà, hein.
on... tout simplement n'aime pas parler de boulot de travail. Kana a une longue carrière derrière elle, oui, parce que les gens pensent que Kana, en fait, bah exactement, elle a une longue carrière, comme les acteurs de la Lai. Et Aqua, qui n'avait jamais fait de théâtre avant, il s'en sort à la perfection. Il faut dire que Kaburagi, le roi du casting, bah oui, c'est un peu le pro du casting, entre guillemets. Mais j'aime beaucoup, c'est le fait que, bah en fait, on a quand même le petit trio amoureux qui répète. Et donc en fait, l'acteur a fait plutôt, bah le producteur a fait la comparaison entre Akane et Kana. Akane, elle s'immerge complètement dans son personnage, alors que excusez-moi, Kana s'adapte subtilement à ses partenaires, elle s'oppose même dans leur façon de jouer. Ça, je trouve ça très cool. Et Himekawa, c'est un peu le pro de la Lai. C'est celui qui va aider Kana à s'exploiter dans l'acting. Voilà, et du coup, comme elle impressionne Kana dans ses faits et gestes, et bah ça va la pousser à jouer aussi bien que lui. Et du coup, Himekawa dit à Kana, vas-y, tu peux y aller à fond, ça me dérange pas. Je veux que tu joues avec ton potentiel plein à fond, quoi. Et du coup, bon, voilà, ça fait un bon harmonie de groupe, de duo plutôt, actuellement. Avec le fait qu'ils jouent et qu'ils se conseillent les uns envers les autres, je trouve que Tokyo Blade, ça fait un peu une grande famille où en fait les comédiens s'entraident, etc. Et du coup, bon, Akane, un petit peu jalouse, a dit, tu regardes Kana, oui, sois un peu plus prévenante, hein, n'oublie pas que je suis ta... Bon, Kana a la manie d'adapter son jeu, son niveau de jeu à celui de ses partenaires. Et du coup, en fait, ils se connaissent depuis longtemps parce qu'ils sont amis d'enfance. Voilà. Et du coup, en fait, Aqua dit à Kane, si tu ne bouges pas, tu perdras en beauté. Parce que Kana, elle arrive bien à s'adapter, malgré que des fois, il y a des acteurs médiocres. Et du coup, bon, bah, Kana a un peu mal pris, et du coup, elle gonfle les joues. Ça, c'était un mème sur Twitter, il y a quelques semaines, d'Akane, pardon, qui gonfle les joues. Ah, mais je vais me courir entre Kana et Akane, alors que je les connais par cœur, pourtant. Et oui, bien, toi aussi, tu n'agis pas, Moi, je n'ai jamais prétendu être à la hauteur d'acteurs aussi talentueux. Oui, de base, Aqua n'est pas quelqu'un du théâtre. C'est plutôt quelqu'un du cinéma, de base. Et du coup, elle essaye de jouer son personnage, mais qui est Sayame, je crois, Sayahime. Mais sauf qu'elle manque d'intensité parce qu'elle ne comprend pas forcément comment jouer son personnage. Du coup, elle réessaye et cette fois-ci, c'était très bien. Il faut qu'elle garde cette énergie, qu'elle garde cette confiance en elle. Et du coup, il y aura une rivalité entre Kana et Akane dans cet arc. Donc là, en même temps, ce texte n'a rien à voir avec le manga. Sayahime est devenu une stéréotype. Bah oui, ça lui convient pas trop, ce personnage. Et du coup, elle se sent pas trop à l'aise de le jouer. Et du coup, voici celle avec les cheveux bruns qui est l'autrice de Tokyo Blade, la mangaka. Et du coup, en fait, elle va voir sa mentor. Et du coup, elle dit qu'elle sort qu'un chapitre par mois, sa mentor, alors que l'autrice de base de Tokyo Blade sort un chapitre par semaine. Et tu n'es plus mon assistante avec une mangaka accomplie, je dirais même que l'élève a dépassé le maître. Mais tout simplement, nous allons parler de ce point de production, de adaptation d'un manga en théâtre, etc. Tout le domaine. Et du coup, on va parler de l'adaptation animée. Casse la baraque. Je n'allais tout de même pas refuser de boire un coup. Et du coup, elle a 22 ans. Ouais, elle est très jeune hein, pour une autrice. Hein. Et du coup, Akane dit bah oui, mais chacun son boulot. T'imagines si tout le monde se permettait de nous donner des instructions. Le théâtre, c'est un peu une liberté, comme elle le dit. Excusez-moi, Akane aurait une question à vous poser. Et donc, c'est par rapport à son personnage, à quoi aide Akane à, à comprendre son personnage. Et du coup, bah, les producteurs aident à comprendre son personnage en disant elle te semble plus belliqueuse qu'à l'origine. Dans le manga, elle éprouve des sentiments conflictuels. Je comprends. Moi aussi, j'ai eu un peu de mal avec cet aspect du personnage. Oui, parce que c'est pas forcément un personnage qu'elle aime jouer de base. Du coup, la mangaka de Tokyo Blade vient sur le lieu de tournage, ou plutôt le lieu de répétition de la théâtre, du groupe de théâtre La 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 plus les externes, et en fait va regarder la pièce de théâtre attentivement pour voir s'il y a des petits changements. Comme c'est elle la mangaka, elle a le droit de dire si ça lui plaît pas elle a le droit de rechanger des petits points clés. Parce qu'une adaptation, on doit se concerter avec la mangaka pour faire en sorte que la pièce de théâtre soit à son image. Si elle n'est pas à son image, elle a le droit de refuser la pièce et de dire on rechange tout.
Finalement, elle dit qu'ils sont tous très talentueux et qu'ils sont beaucoup entraînés. Et du coup, comme elle connaît pas trop le théâtre, elle dit que heureusement qu'il y a quelqu'un qui lui explique que c'est de la répétition. Ils sont impressionnants, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Mais du coup, elle veut changer toute la pièce de théâtre. Parce que oui, elle se sent pas à l'aise vraiment dans ce genre de configuration. Je peux la comprendre. Donc elle veut changer toute la pièce. Du coup, ça choque un peu tout le monde. Et du coup, en fait, ça va être une histoire de droit. Ça veut dire que si la mangaka fait en sorte de changer la pièce, eh ben, il faut changer toute la pièce. Mais ça va être une histoire de communication entre le réalisateur et la mangaka sur cette adaptation. C'est comme, je vais vous donner un petit exemple, c'est le live action de One Piece. Par exemple, pour faire ce live action, il fallait que Eiichiro Oda soit d'accord avec ce qu'il veut garder et ce qu'il veut retirer. Les réalisateurs et le producteur de ce live action avaient le droit de changer d'idée, mais il fallait que Oda soit d'accord avec leur changement d'idée. Et bah c'est pareil pour Oshinoko avec cette scène de l'adaptation de Tokyo Blade. Voilà un petit exemple un peu pertinent. Et du coup oui, ça va être un peu compliqué pour Goa qui est le producteur, qui bah en gros faut qu'elle arrive à négocier avec elle pour changer le moins de choses possible, mais ça va être très compliqué parce que oui certes elle pige rien au théâtre, cela implique de nouveaux décors, planning, ça va être trop serré. Bah oui, parce que organisation, il faut qu'ils arrivent à s'organiser avec tous les changements qu'ils ont à faire. Et du coup, en fait, à quoi va voir le producteur? Il dit, bah oui, mais elle se comporte comme une enfant. En fait, les mangaka sont souvent obsessionnels et peu adaptés à la vie en société. Mais j'avoue qu'Abriko est souvent assez spécial dans son genre. Les producteurs peuvent me remplacer en un claquement de doigts, ce sont des choses qui arrivent plus souvent que vous n'y pensez. Voilà pour ce petit détail. Donc en fait, le problème, c'est que même si vous faites votre travail, bah, l'auteur rejettera notre travail pour une divergence d'opinion. Et oui, c'est totalement le cas. Et du coup, subissent la pression des agences qui veulent augmenter le temps d'apparition de leurs clients. La réécriture, c'est vraiment l'enfer. Bah, tu m'étonnes, hein. Excellent. Du coup, on repart sur la scène. Et en fait, Aqua ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une scène quadrifrontale. Donc, Akane bah, est un peu étonné parce que il répétait sans le savoir, quoi. Et du coup, elle est vraiment un petit peu étonnée, un petit peu surprise qu'il se désintéresse à ce point au théâtre. C'est évident, à ton avis? Non, mais c'est juste que je n'aime pas en regarder. Voilà, en fait, c'est pas trop son truc, le théâtre. Du coup, Akane a décidé d'emmener Aqua aller voir une pièce de théâtre. Et oui, ça fera aussi un petit rencard tous les deux, hein, professionnels, hein. Ils sont pas encore en couple personnel, hein. Du coup, il regarde la pièce de théâtre, bon, ça se passe bien, et ensuite, à la sortie, il voit le réalisateur de Tokyo Blade, et en fait, il dit que ça va être compliqué de produire cette pièce. En plus, c'est lui qui a produit la pièce et qu'ils ont regardé, mais ça va être compliqué de convaincre l'autrice de Tokyo Blade. À quoi tu as l'air comblé? Ça m'a mis beau au cœur. Oh, j'aurais aimé le voir moi aussi. Tu peux bien me montrer quelle tête tu faisais? Lâche-moi. Et du coup, en fait, Aqua était quand même content d'aller voir cette pièce de théâtre, mais du coup, le problème, c'est le petit bémol qu'il a compris par rapport comparé au manga. Je mentirais en disant que le texte de Goa me satisfait complètement, mais dans son ensemble, il n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'ils ont en fait des opinions différentes. Ça veut dire que le réalisateur Goa et la mangaka de Tokyo Blade sont totalement différents et du coup n'arrivent pas à communiquer sur le point de faire une œuvre en commun pour la réadaptation. Donc, pour remercier Akane de la pièce de théâtre qu'ils ont été voir, il va mettre son petit grain de sel en appelant la mangaka de une vie plus douce pour comprendre un peu comment ça se passe. Et du coup, en fait, la mangaka d'une vie plus douce va regarder la mangaka de Tokyo Blade pour lui dire bah en fait tu as été un peu trop loin, il fallait pas il fallait être un peu plus compréhensif. Déjà tu as de la chance que ton manga est réadapté en théâtre, donc tu vas pas nous faire des chichis pour tout rechanger, quoi. Et du coup, en fait, c'est un manque de communication entre la mangaka et le réalisateur, comme je l'avais. Et du coup, celle de Tokyo Blade lui remet un peu en place en disant, vous faites trop confiance aux gens, arrêtez, seule une génie comme toi peut se remettre à un tel discours, quoi. Du coup, la mangaka une vie plus douce a été invitée a invité Kana, Melt, Akane et Aqua pour avoir plus de réponses et réussir à négocier avec celle de Tokyo Blade. Mais elle va essayer, hein. Elle n'est pas sûre de réussir. Mais comme elle n'a jamais connu l'échec, ça va être compliqué.
On va parler plus de l'aspect comment un mangaka travaille. Et du coup, ils ont des tablettes graphiques pour travailler sur leur planche. Et du coup, bon, voici la discussion entre les deux mangaka. Je dois finir ce chapitre le plus rapidement possible. Et oui, quand on s'instaure un rythme par mois ou par semaine, il faut s'y tenir. Mais le problème, c'est que si tu es en retard sur ton planning, ça va être compliqué. Et aussi, il y a la notion de burn-out qui peut arriver. Ça veut dire que un mangaka qui se met la pression, qui ne dort pratiquement jamais, peut être en burn-out parce que il aura trop travaillé, il n'aura jamais pris du temps pour soi et ne sera jamais reposé. Et comme elle travaille seule, eh ben c'est compliqué, tu vois. Elle peut pas tout gérer tout seul. Elle peut pas faire les goodies, elle peut pas faire les pages, les scans, les chapitres, les tomes reliés. Il y a beaucoup de particularités quand on est un mangaka. Et du coup, comme elle veut pas prendre de stagiaire parce que, ou d'assistante parce que elle est perfectionniste, et bah c'est son problème, quoi. Et en fait, elle lui dit, tu veux mourir? Tu sais que tu cours au burn-out en travaillant ainsi. Tu ne pourras jamais retrouver ton rythme. Ah bah j'ai déjà envie de mourir. En plus, la semaine prochaine, j'ai des pages couleurs, des illustrations pour les bonus des tomes reliés. Et la pièce, et oui, j'ai failli oublier, j'y mets dès que j'ai travaillé le chapitre. Et oui, en fait, le problème, c'est que quand on est une mangaka, en fait, on a un rythme et on dort très peu. Et du coup, ça peut arriver souvent en burn-out. Je vais vous donner encore un exemple. Par exemple, l'auteur d'Hunter x Hunter a beaucoup travaillé, donc a fait beaucoup de tomes, bah, il en a fait 37 je crois. Mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup de pauses parce qu'il est malade ou... En fait, beaucoup d'auteurs ne font des pauses régulièrement pour pas être surchargés de travail et pour pas être en burn-out. Il y en a, ils font le rythme d'une fois par semaine, d'un chapitre par semaine parce qu'ils sont conscients et peuvent réussir leur chapitre ou leur rythme. Par exemple, celui de Boruto, Kishimoto, fait un chapitre par mois. Et du coup, bah, ça le permet de plus évacuer pour faire les goodies ou pour faire pas mal de choses. Alors que ceux qui font un chapitre par semaine ont un peu plus de pression et doivent essayer de gérer ça. Mais par contre, ils doivent avertir quand ils doivent prendre une pause. Et du coup, elle dit, c'est quoi tous ces éléments? Tu insistes pour travailler seul. Embauche vite des assistances. Je leur ai dit à mon éditeur, mais personne ne fait l'affaire. Oui, un mangaka, dès que ça finit une planche, un chapitre, ça passe par l'éditeur. Il me semble. Et du coup, ça ne serait pas plutôt toi qui te montre difficile? Un assistant, ça se forme. Hein. Eh oui, hein, on prend le temps de former un assistant. C'est comme, ce n'est pas dérangeant de former un stagiaire, tant que tu le formes et que tu expliques bien. Il n'y a pas à ne pas essayer. On peut toujours essayer de changer des petites choses. Et donc, en fait, on remarque qu'une mangaka fait beaucoup de concessions aussi pour une vie normale. Si je fais des concessions, mon manga est fini. Mes lectures vont m'abandonner. Bien sûr que non, tu t'y prends mal, voilà tout. Ouais, manque d'organisation pour créer ses chapitres, son manga. Qu'est-ce que vous savez? Je sais que tu fais n'importe quoi. Tu te caches derrière ton perfectionniste pour éviter de te communiquer avec les autres. Tu blâmes tout le monde pour tes problèmes. Un jour, tu finiras par saboter ta carrière. Je n'ai pas de conseil à recevoir de quelqu'un qui n'en rend qu'un chapitre par mois. Mais c'est pas parce qu'elle rend un chapitre par mois qu'elle est feignante. Je vous rappelle qu'on a le droit d'avoir chacun un rythme différent. Si elle se sent mieux de faire un chapitre par mois, bah elle a le droit. Si c'est pour mieux vivre, prendre soin d'elle, et bien sûr faire les goodies, tout ça, bah pourquoi pas. Et du coup, ça part un peu en cacahuète en disant on en reparlera quand votre manga sera vendu à 50 millions d'exemplaires. Je joue dans la cour des grands maintenant. Je bosse comme une dingue toutes les semaines pour satisfaire des attentes monstrueuses. Voilà, alors voilà où on en est arrivé. Aucun mangaka dans ce monde ne pourrait rétorquer face à un argument si implacable. C'est sûr que je ne vends pas autant que toi, pourtant. Désolé de te l'apprendre, ma petite, mais mon manga est plus intéressant que le tien. Ah voilà, les clashs, oui. On est sûr que les lecteurs... ok, etc. Bon, vous avez compris. Ton manga est fondamentalement ennuyeux. Bah oui, parce qu'en fait, si tu fais un chapitre par semaine et que t'as plus d'inspiration, bah c'est compliqué. En fait, franchement, pour faire un chapitre par semaine, il faut vraiment assurer d'avoir une bonne imagination, tout ça. Et même, il faut des fois faire des pauses. Ça veut dire pas poster toutes les semaines un chapitre. Il faut faire des pauses d'une semaine et se dire, bah voilà, je renouvelle ma santé, je fais en sorte d'aller mieux pour poster le prochain tome, prochain chapitre. Et du coup, après un petit débat, bon bah voilà, ils se sont un peu comprises avec l'envie de tout plaquer. Pourtant, j'arrive à rendre le boulot à l'heure que je me demande pourquoi. Parce qu'on est beau être au bout de notre vie, on reste des professionnels. On a notre fierté de mangaka. C'est très intéressant ce point. Ensuite, une petite réunion s'accorde pour faire la réadaptation de Tokyo Bed en pièce de théâtre. Du coup, ils se mettent
en commun entre le réalisateur et l'autrice, plutôt la mangaka. Et du coup, ils arrivent quand même à trouver un terrain d'entente. Et enfin, ils ont réussi à faire une œuvre hors du commun. Et du coup, en fait, Kana est très contente parce que la pièce repose entièrement sur notre jeu et si on le rate, ça sera notre faute. S'ils veulent quoi de plus qu'on leur décroche la lune. Et le réalisateur, ou plutôt celui qui, pour les auditions, a dit à quoi que de mettre de son sien, quoi, du tien, on sent, et du coup de mettre ses émotions, comme dirait le réalisateur. Mais Kana dit que Aqua n'arrive pas à se mettre à nu, qu'il ne montre jamais ses émotions. Voilà pourquoi ton jeu manque d'intensité. Tu sais seulement imiter ce que tu vois chez les autres. On n'y peut rien, tu ne peux. Tu es né comme ça. Exactement, c'est moi qui a passé plus de temps avec lui. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Bah oui, parce que Kana dit que Aqua n'arrive pas à mettre ses émotions. Il n'arrive pas. Et du coup, elle clash Akane en disant oh bah, comparé à une fausse petite amie qu'il a rencontrée hier. Je te rappelle on s'est pas vu pendant 10 ans. Et du coup, bon bah voilà, comme on dit, Aqua demande à Kana comment tu fais pour pleurer sur commande. Elle est très contente, hein, Kana, quand Aqua lui pose cette question. Et elle va lui donner un conseil. Il existe plusieurs techniques. On a les larmes émotionnelles, les larmes physiques, mais je connais une qui est infaillible sur les enfants d'acteurs. Et du coup, elle va lui poser la question de trop. Kana lui pose, dis-moi quoi? Tu ferais quoi si ta mère venait à mourir alors que, bah, en fait, c'est la réalité? Et du coup, bon, bah voilà, c'est un peu la question déplacée de d'Akane envers Aqua. Après, elle savait pas que sa maman était morte, hein. Elle le savait pas du tout, hein. C'est juste que lui, il va commencer un peu à submerger, à, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et du coup, ça lui fait penser un peu à un pur bonheur ou un pur malheur. Et du coup, Kana dit, bah tu as bien été une fois ou deux heureux dans ta vie. Et du coup, bah tous ces joyeux souvenirs viennent et du coup, à quoi repense à ses souvenirs d'enfance? Du coup, bon bah là, il a le sourire en lèvres, etc. Parce qu'il repense au bonheur qu'il a eu avec Bikomachi, le fait qu'il a encouragé sa petite sœur, et Kana aussi, même chose. Mais tout à coup, bah en fait, on a son ancien lui qui revient en flashback, qui revient dans son esprit et qui lui dit qu'est-ce qui te fait sourire? N'oublie pas que tu n'as pas pu la sauver. Tu as perdu le droit d'être. Et oui, parce qu'il n'a pas réussi à la sauver quand il était plus jeune. Le fait qu'elle est morte face à un fan dérangé. Voilà la petite photo de Ai quand elle était morte. Ou plutôt dans le tome 5. Et du coup, bah en fait, Aqua se sent pas très bien parce que le fait que son ancien lui revient dans son esprit, en fait, il fait une crise d'angoisse. Et oui, il se sent pas très bien. Du coup, bon bah Kane et Kana ne savent plus quoi faire parce qu'il a fait une crise d'angoisse. Juste parce que Kana lui a posé le conseil de penser à sa mère, qu'est-ce que tu ferais à ta mère si elle serait morte, pour la scène avec Saya Hime, donc plutôt avec Akane à la fin, sur le fait qu'elle se sentait pas très bien dans la scène de pièce de théâtre. Voilà pour la fin de ce tome 5 d'Oshinoko. Voici mon point de vue pour ce tome 5. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on comprenne un peu plus comment un mangaka se déroule pour l'adaptation. Ça veut dire le fait que le mangaka doit absolument imposer ses règles pour l'adaptation en pièce de théâtre ou adaptation en série ou en film. On peut aussi se dire que le fait qu'il faut de la communication dans le monde de l'adaptation, entre le mangaka et le réalisateur ou le producteur de l'adaptation. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est comprendre un peu comment un mangaka fait pour faire un manga. Le fait que le faire une fois, un chapitre par semaine ou un chapitre par mois. Et aussi cette notion de burn-out qui est annoncée, qui explique aussi que bah, en fait, le fait d'être surmené de travail te met vraiment du burn-out, même si tu es mangaka, parce que même si tu dessines des planches et tu écris un scénario, bah, tu peux faire un burn-out si tu ne prends pas de pause. Et c'est tout simplement ce qui est expliqué dans ce tome. Le fait que Aqua ne connaît rien en théâtre, mais qui apprend par Akane des scènes de théâtre, etc., où elle l'emmène même au théâtre pour voir une scène quadrilatère. Et aussi bah, le fait que en fait Aqua joue sans émotion, ça veut dire que en fait il n'arrive pas à jouer avec de l'émotion parce que il a peur de repenser à des choses négatives. Et le fait que Kana lui dit Aqua, qu'est-ce que
pense à ta mère qui décède et le fait que, bah, en fait, Aqua a un petit sourire parce que elle pense à des moments de bonheur, parce que Akane lui dit: Est-ce que tu as déjà pensé à des moments de bonheur? Bah, il sourit en pensant à des moments de bonheur. Et du coup, le fait que, bah, on a Aqua qui se sent pas bien, qui fait une crise d'angoisse parce qu'il repense à son passé, qui repense à son ancien lui, qui est très déçu du fait qu'elle n'a pas réussi à sauver Ai, qui est quand même une personne qui tient énormément à cœur. C'est quand même la personne avec qui bah, il tient tellement. Et du coup, en fait, il se sent pas bien, crise d'angoisse, et vous verrez dans le prochain tome qu'est-ce qui se passe. Voilà. Voilà pour la fin de ce tome numéro 5 qui est quand même très enrichissant au niveau de la culture mangaka, mais très enrichissant aussi au niveau de la fin, avec le fait que Aqua s'effondre, et du coup, peut-être le fait qu'il a du mal avec la notion du bonheur, ou peut-être que tout simplement le fait qu'il a une notion du bonheur qui se rappelle, mais voilà. Pour beaucoup de détails. Voilà pour la fin de ce tome 5. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à poster un commentaire si vous voulez, ou à vous abonner, hein. Faites ce que vous voulez. On se reverra plus tard. Bye tout le monde.